Bien, bonjour à tous, bonjour Manon. Je suis Bonjour. ravie de t'accueillir aujourd'hui. Nous allons parler ensemble de la course à pied et de la nutrition. Trop bien. Pour commencer, T'as frappé à la bonne porte. est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, moi, c'est Manon Thibault, j'ai 26 ans. Je suis coach sportif depuis plus de 6 ans à mon compte. Et j'ai enchaîné avec un BTS diététique directement après mes études de coach parce que je voulais avoir une double casquette professionnelle et associer les deux pour proposer un accompagnement complet. Et la passion du sport m'a conduite un peu à m'intéresser à la nutrition et à me rapprocher de ce domaine. Donc voilà, j'ai aujourd'hui une double casquette professionnelle qui me permet de faire du suivi avec les personnes qui ont divers objectifs. Et c'est vrai que moi, je suis passionnée de course à pied, donc j'ai tout doucement un peu spécifié mon activité vers la course à pied et notamment pour le public débutant. Très bien, merci. Voilà, donc j'ai une vie, pour finir, j'ai une vie de coach, mais j'ai aussi une vie d'athlète, c'est-à-dire que je fais de l'athlète depuis plus de 15 ans. Et je suis vraiment passionnée par ça. J'ai à cœur de transmettre en fait la passion de la course à pied aux autres personnes, aux personnes qui ont envie de se fixer des objectifs, des challenges dans la course, quoi. Voilà. Justement, j'allais te demander en plus d'où ça t'était venu. Donc effectivement, donc, c'est parce que tu as un passé aussi et une actualité de sportive. Oui, alors, en fait, j'ai toujours fait du sport. Déjà, depuis que je suis toute petite, j'ai testé différents sports et c'est vers l'âge de 12 ans que j'ai commencé l'athlétisme et ça a été la révélation. Voilà, ça a été vraiment le sport. Si ça n'avait pas été l'athlétisme, ça aurait été la danse. Mais danse, athlétisme, les deux, c'était des passions. Et c'est vrai que voilà, mon cœur, il a été conquis par l'athlé. Et depuis j'ai fait que évoluer dans cette discipline au fur et à mesure des années. Et voilà, aujourd'hui, c'est aussi mon métier. Très bien. Et c'est vrai que ça me rappelle mes tout débuts quand je me suis mise à la course à pied. Parce que moi aussi, j'adore courir. Bon, je fais pas de l'athlé, mais de la course à pied. Et c'est vrai qu'au début, tu vois, j'avais beaucoup de mal parce que t'es vite essoufflé, t'es claqué, donc tu commences à courir, après tu marches, après tu te remets à courir, tu rentres au bout de ta vie. Et en fait, plus tu cours et plus tu adores courir. Oui, et c'est ça. Quand tu arrêtes de courir, oui, tu regalères à arriver à courir. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure du temps, donc là maintenant, ça y est, je peux couper, reprendre et j'adore toujours autant. Et t'as quand même des gens qui me disent, mais la course à pied, c'est nul, c'est toujours pareil, ça peut être, enfin, t'es fatigué, machin. Et en fait, non, j'ai l'impression que t'as un gap. Et quand t'as atteint ce gap, ça devient vraiment quelque chose de fou. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où ça vient, le fait que la course à pied, ça peut devenir un peu addictif parce qu'on se sent bien? Oui, c'est ça. C'est exactement le mot. C'est addictif. Addictif, en fait, à ce qui se passe physiologiquement dans notre corps. Physiologiquement, en fait, on a des hormones qui sont sécrétées issues de l'activité de course que je pense que tu as déjà dû entendre ce nom-là, les endorphines. Oui. Ouais. Et en fait, les endorphines, ce sont les hormones de la récompense et de la joie. Donc, en fait, c'est comme si tu prenais un shot d'endorphines. Mais ces endorphines-là, tu vas les ressentir que quelques minutes après ton effort et ça va se prolonger dans le temps, quelques heures, quelques jours et tout. Ouais. Et en fait, c'est comme c'est une vraie addiction. C'est comme une toute autre addiction, mais une addiction qui est une addiction santé en fait. Donc, il vaut mieux être addict à ça que au sucre ou au tabac ou autre. Mais c'est comme tout type d'addiction, en fait, le corps en redemande. Il est en demande en fait, de ces endorphines. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à ce stade-là? Enfin, tu vois, au début, quand tu veux commencer à courir, comment tu fais pour démarrer, pour pas être essoufflé trop vite? Être essoufflé, dans tous les cas, tu seras essoufflé parce que ton cœur n'est pas entraîné pour ça. Faut savoir que la course à pied, c'est une des disciplines les plus complètes qu'on puisse trouver dans le sport. Okay. Parce que ça fait travailler et musculairement et au niveau cardiovasculaire. Donc en fait, t'entraînes vraiment tous tes muscles, un certain nombre de muscles et notamment ton cœur. Voilà. Donc toute activité cardiovasculaire nécessite des adaptations et ces adaptations-là qui sont physiologiques, il faut laisser le temps à ton corps de s'habituer. Donc faut pas être trop pressé et souvent l'erreur que commettent les débutants, c'est qu'ils veulent en faire trop tout de suite. Ils veulent se défouler, donc ils courent en fait super vite.
ils connaissent pas leur rythme, ils se connaissent pas en fait dans cette discipline, ils se connaissent pas. Voilà, donc souvent la problématique c'est ouais, j'arrive à bout de souffle au bout de 2 minutes d'effort parce que je ne sais pas vraiment comment démarrer au final. Et quand on est à bout de souffle, c'est qu'on a couru trop vite ou c'est qu'on ne sait pas respirer? Ah bah c'est les deux. D'accord. En fait, alors souvent c'est parce que vous allez trop vite, mais parce que si vous allez trop vite, du coup vous n'arrivez pas à gérer votre souffle aussi. Et comme le cœur il monte très très vite parce qu'il n'est pas entraîné, il y a une oxygénation en fait au niveau musculaire qui ne suit pas. Le cœur il n'arrive pas à pomper assez de sang pour redistribuer aux muscles en fait. Donc ton muscle il est asphyxié. Si tu veux imaginer le truc, c'est ton muscle il est asphyxié, donc tu peux plus courir. Enfin, donc est-ce que la solution, ça serait si on commence à être trop vite essoufflé, d'aller moins vite? Bah, c'est une des choses à faire, mais qui est souvent un gros challenge pour les débutants. C'est compliqué de pas aller vite, mais c'est vrai que dans l'enseignement des débuts en course, on va chercher en fait à trouver une allure où on peut justement travailler son souffle, où on va pouvoir associer aussi de la marche pour habituer le corps justement en douceur et être dans un on va dire dans un cercle positif de réussite, parce que même si tu mets de la marche, bah tu vas arriver au bout de ton effort sans être complètement à bout de souffle, et ça va te mettre dans un élan de motivation. Tu vas te dire que tu progresses petit à petit et finalement les kilomètres tu vas pouvoir les accumuler plus facilement. Mais alors attends, parce que souvent ce que je vois, c'est que t'as des gens, ils commencent que j'ai fait aussi au début, tu commences à courir, t'es fatigué donc tu marches, et après tu te remets à courir, et après tu remarches. Oui. Mais j'avais lu aussi que c'était pas très très bon pour le cœur, tu sais, quand tu cours et tu t'arrêtes. Et même moi, ça me le fait quand je cours et que je m'arrête parce que tu sais, il y a un passage piéton, je ne sais pas, et je repars dans le mauvais rythme, et après je peux avoir un point de côté. Je sais pas s'il y a des liens ou. Alors, si tu t'arrêtes net, ouais, oui, c'est ça. Si tu t'arrêtes net, ça te coupe dans l'effort. Ça, c'est pas bon. C'est pour ça que quand on vient de s'arrêter de courir, il faut marcher en fait. Il faut rester en action, en mouvement. Donc c'est un mouvement passif. Hein, t'es pas obligé de trottiner, mais il faut en tout cas marcher en fait. Si tu coupes net, tu coupes ta circulation, et si derrière tu repars tout de suite sur un effort, en fait tu choques ton corps. Donc effectivement, ça peut créer une mauvaise respiration, des gênes, des sensations désagréables. C'est sûr qu'un passage piéton, moi j'ai l'air d'une gogole. Ouais, tu cours. Mais moi je cours en fait, je m'arrête pas. Et d'ailleurs j'en vois beaucoup qui font pareil. Parce qu'en fait, quand tu coupes net, c'est trop dur après de redémarrer. Mais c'est ça. Que ce soit physiquement, mais même psychologiquement, t'as coupé, puis d'un seul coup tu dois repartir. C'est vrai. Enfin, il faut y aller vraiment douceur, ou à la limite tu marches sur ton passage piéton avant de te remettre à courir, mais il faut au moins que tu aies marché quelques pas, quoi. D'accord. Et ça m'amène à une autre question. Ouais. Donc après la course et avant la course, est-ce que, donc pour commencer avant la course, il faut s'échauffer, et est-ce que après la course il faut s'étirer? Parce qu'on entend, tu sais, parfois qu'il faut pas s'étirer à chaud, ou alors si justement il faut s'étirer à chaud, enfin c'est un peu compliqué. Et sincèrement, moi ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin d'aller courir, c'est en gros je fais ma journée et après j'ai de l'énergie et je vais courir. Ouais. J'y vais, mais je m'étire pas, enfin je m'échauffe pas avant, je vais courir. Et je reviens, je m'étire pas tout le temps, tu vois. Ouais. Bon, en vrai, j'ai pas tant de courbatures que ça parce que, en tout cas, c'est une expérience personnelle. Je sais que moi, c'est 4 km, 20 minutes et c'est nickel, tu vois. Mais je sais que tu peux avoir des courbatures, surtout quand tu reprends la course ou quand tu cours plus longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des choses à optimiser pour bien préparer la course et bien la terminer aussi, et bien récupérer? Ouais, bien sûr. L'échauffement, il est primordial. Ne pas s'échauffer, c'est simplement risquer d'avoir des petites douleurs passagères ou même chroniques dans le temps, si tu ne t'échauffes jamais. Alors qu'un bon échauffement, en fait, ça paraît con, mais ça va venir en fait activer l'augmentation de ta température corporelle, et donc chauffer tes muscles, qui eux du coup seront préparés à l'effort que tu vas leur demander. Parce qu'en fait là tu passes de 0, c'est comme si tu avais en hiver ton moteur il fait moins 5, tu démarres ta voiture direct et tu pars comme ça. On sait que c'est pas bon, je sais que je le fais, mais je le fais avec ma voiture, mais pas pour courir, mais c'est pour t'imaginer le truc. Ton moteur il est froid, tu passes de super froid à d'un seul coup chaud, et hop, tout de suite faut qu'il démarre. Mais en fait, il n'a pas le temps de chauffer. C'est pour ça normalement, on fait chauffer la voiture en hiver un peu avant de partir. Là, c'est le même principe. C'est que tu passes
un état de froideur totale, tes muscles ils sont pas chauds, tes articulations elles sont pas mobiles, tu vois, et tu vas lui demander d'un seul coup de mettre de l'impact, d'augmenter la température corporelle, de faire monter la fréquence cardiaque. Enfin, en fait, c'est trop brutal. Donc c'est pour ça qu'un bon échauffement, ça permet de préparer ton corps et ça prévient les blessures. Est-ce que l'étirement, non, je voulais juste dire, est-ce que ça peut être on a dit quoi, un échauffement, pardon, qui peut durer 5 minutes, un petit échauffement? Oui, mais c'est ça, mais c'est exactement ça. En fait, on va pas chercher très loin, hein, mais on va juste chercher en fait à mobiliser les articulations qui sont essentiellement utilisées pendant la course, à savoir donc les chevilles, les genoux et les hanches. D'accord. Et on va chercher à faire un peu de mobilité. Le haut du corps, c'est quand même léger parce que c'est pas la partie qu'on utilise le plus, même s'il est important. On va vraiment chercher à mobiliser les chevilles, les genoux et les hanches, et on peut faire des exos simples chez soi de mobilité. Ça prend vraiment pas longtemps. Et d'ailleurs, sur mon Insta, j'essaye de mettre du contenu là-dessus, de proposer un contenu accessible qui va donner envie à la personne de prendre 5 minutes pour le faire, parce que ça coûte rien et au contraire, ça évite de se blesser ou d'avoir des mauvaises sensations. Tu verras que si tu t'échauffes 5 minutes avant, dès que tu vas démarrer la course, tu vas mieux vivre tes premiers instants de course parce que tu seras plus échauffé. Ton corps, il sera chaud, il sera préparé. Ok, ça marche. Voilà. Et les étirements. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais te dire. Les étirements, on entend beaucoup de choses, effectivement. Alors après, moi, ça va être ma parole de coach et par rapport aussi à mes connaissances. Je sais que les étirements juste après l'effort, ils sont là uniquement pour revenir un peu à un état de repos et parce que ça fait du bien. Y a des personnes qui ne s'étirent pas parce que ils n'en voient pas la nécessité et parce que pour eux, ça change rien à leur vie. Moi, je sais que c'est un temps pour moi pour me remettre de mes émotions de la séance que j'ai fait. Ça permet de rabaisser un peu la température du corps, de retrouver une fréquence cardiaque de repos, etc. Donc ça fait du bien, mais physiologiquement, tu n'assouplis pas ton corps et tu ne récupères pas à ce moment-là. Okay. C'est même déconseillé de s'étirer juste après l'effort parce que comme tu as encore des contractions, tes muscles sont encore contractés en fait. Donc tu peux pas chercher à la fois à assouplir une fibre musculaire qui est contractée. Les deux opposés ne peuvent pas fonctionner ensemble. Donc là, il faut laisser un laps de temps plus long autour de 2 heures après ton entraînement pour faire de vrais étirements. Et donc là, tu peux aller chercher à être en connexion avec tes articulations, avec tes muscles pour vraiment les étirer et voir les zones qui ont le plus besoin d'étirement. Moi, je sais par exemple à titre personnel que mes mollets et mes ischio-jambiers derrière, il faut toujours que je les étire parce que après une séance, même après un footing, je sens que c'est raide. Mais moi, c'est parce que mon corps, il me demande des étirements. Mais il y a des personnes qui ne s'étirent jamais. Hein. Voilà. Mais après, ne jamais s'étirer, par contre, ça a quand même un facteur limitant, c'est que ça a un risque de blessure plus important. Ok. Et là, il y a une question aussi qui me vient, c'est quand est-ce qu'il faut boire? Parce que c'est pareil, moi je sais que je ne bois pas forcément tout le temps dans la journée. Et est-ce qu'il faut boire avant l'épreuve, on peut boire pendant ou beaucoup après? Tu sais, j'ai une application qui me dit vous pouvez boire 1 litre ou... Alors ça, c'est un peu individuel aussi au cas par cas. Okay. Ce que je fais, ce que je conseille, ce que je conseille aussi à mes clients, c'est de boire sous forme de petites gorgées régulières. Ça évite en fait de remplir l'estomac d'eau et en fait quand tu es en même temps en train de produire l'effort, tu peux créer des bulles d'air et ça peut te créer des points de côté en fait. Donc boire plutôt sous forme de petites gorgées régulières. Bien boire avant, c'est selon moi déjà 1 grand verre d'eau, tu vois, et après l'effort 2 grands verres d'eau. Après, c'est vraiment théorique. Non, mais tu vois, c'est bien parce qu'au moins, c'est factuel. Ça fait une structure, ouais. Je trouve que tu vas te dire, bon, allez, je sais, avant de courir, je bois un verre, après j'en bois 2. Oui, c'est facile à mettre en place. C'est facile. Quand on te dit, ça dépend de comment tu cours, machin, mais en fait, on fait rien. Enfin, en tout cas, personnellement, si c'est pas, il n'y a pas de métrique, je fais pas gaffe, quoi. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de te dire, ne pars pas courir si tu es déshydraté. Ça paraît logique de sens parce que tu vas créer encore plus
de déshydratation pendant l'effort à cause de la sudation et tout simplement de toute l'eau que tu utilises pour ton effort. Donc tu es déshydraté. Après, que ce soit un verre d'eau, 2 verres d'eau ou quoi, ça va dépendre de toi aussi, comment tu sens, comment tu sens, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, post-effort, faut se réhydrater tout de suite. Même si tu as fait 4 km, que tu en aies fait 4 ou qu'on ait fait 10, pour moi, ça change rien. Tu es en état de déshydratation. Donc, il faut t'hydrater au moins 2 verres d'eau, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu comme les étirements. En fait, tu le sens. Moi, je le sens quand je rentre que j'ai envie de boire. Tu vois. Et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de son corps. Bah, c'est exactement ça. Alors, être à l'écoute de son corps, c'est facile et pas facile. Enfin, il y a certaines personnes qui arrivent à le faire facilement, d'autres qui ont beaucoup plus de mal à se poser certaines questions. Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai faim? Tu vois, parce que dans l'alimentation, dans mon approche sur la nutrition intuitive, je pose ces questions-là à certains clients et des fois il y en a, je leur pose des cols hein, quand je leur demande ça. Donc écouter son corps, effectivement, c'est la clé. Mais ça prend. Et c'est vrai que j'avais lu une étude qui disait que parfois on avait l'impression qu'on avait faim, mais en fait c'était pas qu'on avait faim, c'était qu'on avait soif. Donc apparemment ce qu'il vient de faire c'est commencer par boire un verre d'eau et voir si c'était réellement de la faim ou si c'était pas de la soif, mais qu'on n'arrive pas à comprendre le message en fait. Oui, tout à fait. Bah c'est peut-être aussi parce que on fonctionne en mode pilote automatique dans une société où on a aussi beaucoup de charge mentale à gérer, donc on est quand même pas sensibilisé à écouter son corps. On est plus en mode justement il faut faire ci, ça. C'est un peu en mode robot, tu vois. Donc oui, je pense que c'est bien d'avoir certains réflexes et de se poser certaines questions avant d'agir sur son alimentation, sur son effort physique ou d'autres choses. Complètement. Du coup, c'est parfait parce que ça nous permet d'aller dans la deuxième partie du podcast, qui est la nutrition. Est-ce que tu aurais des recommandations d'une bonne alimentation d'un sportif et en particulier de la course à pied? Alors, une bonne alimentation, pour moi, c'est une alimentation qui est équilibrée, dans le sens, et qui est complète, dans le sens où en fait, on a 3 macronutriments principaux qui nous apportent de l'énergie. Sous forme de calories, du coup, sont les lipides, donc les graisses, les protéines et les glucides. Okay. Et les glucides, tu as 2 sortes de glucides. Tu as les glucides simples, donc à savoir le sucre, et les glucides complexes. Et ils sont dits complexes et on dit que ce sont des féculents parce qu'en fait, ils ont un temps de digestion lent, en fait, pour le corps. Et c'est ceux-là qu'on va privilégier en tant que coureur pour avoir de l'énergie stockée et de l'énergie facilement disponible aussi. Du coup, en fait, pour moi, une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui va joindre ces 3 piliers et en quantité équilibrée. À savoir que les protéines sont indispensables à chacun des repas, les graisses et les féculents aussi. Donc, il faut en fait structurer son assiette avec ces trois sources d'énergie, mais c'est en fonction de son appétit. Donc, en fait, le discours de il faut que tu aies tant de féculents dans ton assiette, tant de protéines, tant de graisses, etc., il est théorique, mais après, il est individuel par rapport à ses propres sensations. Il y a des personnes que je suis qui n'ont pas besoin de manger des féculents à tous les repas. Et même s'ils sont importants, ils s'écoutent et finalement, ça n'impacte pas leur performance. Donc, voilà, moi je pars du principe qu'il y a une théorie, puis après il y a l'écoute du corps et il y a la personne, comment elle vit son alimentation aussi au quotidien. Et j'ai entendu pas mal qui disaient, donc des athlètes ou des sportifs réguliers, que après l'effort, ils se permettaient d'avoir le cheat meal parce qu'apparemment ils stockaient pas. Alors je sais pas si ça c'est un... Parce qu'apparemment ils stockaient pas. Ouais, c'est ça, ils se disaient qu'après un gros effort physique, ils pouvaient aller faire un fast-food ou autre, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas stocker. Est-ce que ça, c'est une utopie ou est-ce que c'est oui, pour moi, c'est une utopie parce qu'en fait, justement, on a tous les récepteurs membranaires qui sont actifs quand on vient de produire l'effort parce que justement, notre corps a besoin de récupérer. Donc, on a toutes nos membranes cellulaires qui sont tous les récepteurs de nos membranes en fait qui vont accueillir les micronutriments, hein, les nutriments. Donc, si on va stocker, mais en fait, on va stocker de l'énergie pour la récupération, pour la reconstruction musculaire, alors
Je suis pas forcément adepte du cheat meal parce que c'est pas au niveau qualitatif ce qui va être le plus. Puis je pense qu'il faut se faire plaisir un peu tout le temps. Oui, il faut se faire plaisir un peu. Si on part du principe qu'on a un cheat meal, ça veut dire que le reste du temps, c'est pas plaisir. Et je pense qu'il faut apprendre à manger selon ses besoins. Exactement. Et pas se restreindre. Quoi. Ah non, faut pas se restreindre. Alors moi, j'ai complètement le discours qui va dans ce sens-là. Pour moi, l'alimentation, c'est... Enfin, manger, c'est la vie. Manger, c'est un plaisir et qu'on fasse un effort ou pas, il faut trouver du plaisir dans son alimentation. Ça, c'est la base. Comme trouver du plaisir à courir, en fait. Il faut que ça fasse plaisir, tout simplement, en fait. On oublie un petit peu trop ce paramètre-là, mais c'est quelque chose de simple. Au final dans la vie, mais voilà, c'est important de le dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je te parlais du cheat meal. Oui, alors le cheat meal après l'effort, bon, pourquoi pas en soi, ça pourquoi pas, mais ça veut pas dire que tu vas pas stocker. Non, si, tu vas stocker l'énergie sous forme de les glucides, tu vas les stocker sous forme de glycogène musculaire. Ton corps va avoir les mêmes adaptations, voire même il va tellement être en besoin qu'il va récupérer cette énergie tout de suite. Après, soit il la consomme sur place parce que il a encore besoin, voilà. Donc c'est pour ça certainement que c'est dit qu'on stocke pas, parce qu'en fait l'énergie on en a tellement besoin tout de suite que le corps va l'utiliser, mais on va quand même en stocker une partie. Hein. Donc, et comment on fait du coup pour avoir des bons glucides, des bonnes protéines et du bon gras? Parce que en fait, vu qu'il faut les trois, t'as quand même, tu sais, on n'arrête pas de parler des aliments transformés, machin, les bonnes graisses, les mauvaises graisses. Ouais. Si on te dit, il faut manger des bonnes graisses, ok, mais c'est quoi les bonnes graisses? Pareil, les glucides, c'est bien, ok, mais quels glucides, tu vois? On dit pareil aussi les féculents, les pâtes, pas les pâtes, les pommes de terre, pas les pâtes. Enfin, ouais, mais en fait, 2-3 tips, tu vois. Alors, je vais essayer d'être simple et clair. Les bonnes graisses, tu vas les trouver dans les huiles végétales, dans les poissons, notamment les poissons gras, et les petits poissons. Donc, huiles végétales qui vont être riches en un profil type justement de graisse sont les oméga 3. D'accord. On en a vraiment besoin parce qu'on n'est pas capable de les synthétiser nous-mêmes et on les utilise énormément durant l'effort. Okay. Notre système nerveux, il a besoin de ces graisses et il distribue en fait à l'ensemble du corps ces graisses pour pouvoir créer les contractions musculaires, pour pouvoir générer en fait le potentiel d'action membranaire. Donc on est obligé d'avoir ces graisses là, mais on n'est pas capable de les synthétiser, donc il faut les apporter par l'alimentation. Et les sources principales, c'est vraiment les huiles végétales, à savoir en profil l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de pépin de raisin. Ok. Voilà. Très bien, ça c'est clair. C'est clair. Ouais. Tu as l'avocat aussi, qui est une très bonne source d'oméga 3. Et tous les poissons gras et les petits poissons, notamment les sardines, les maquereaux, c'est des très très bonnes sources. Okay. Voilà. Après, tu as le thon, le saumon aussi en poisson gras qui en apportent. Donc, il faut essayer vraiment d'avoir la bonne part de ces aliments au sein de son de son alimentation. Et tout ce qui est aussi graines de lin, graines de chia, sont très riches en oméga 3. Super. Okay. Donc là, ces graisses-là, pour le sportif et pour le coureur, c'est indispensable. Et même, je vais aller plus loin encore, on en manque dans notre alimentation, même si on mange ces aliments, on en manque encore quand on est sportif et qu'on fait de la course à pied. Moi, je préconise de faire des cures, notamment là en hiver, des cures d'oméga 3 pour avoir un complément alimentaire pour avoir des réserves, mais les faire sous forme de cure. Tu vois, ça me fait penser, c'est vrai qu'on dit souvent que quand tu cours, tu fonds au niveau de la graisse. Enfin, tu sais, tu peux avoir une fonte musculaire aussi, et tu peux perdre... tu peux perdre de la masse grasse. De la masse grasse, voilà. Ouais, bien sûr. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut se supplémenter. Alors c'est pas la masse grasse du tissu adipeux, c'est plus des acides gras, c'est des graisses saturées, c'est pas tout à fait le même profil, mais en fait les oméga 3 c'est surtout là. En fait, au niveau de ton système nerveux a besoin. Ton système nerveux est en communication avec ton muscle. Si tu veux, il envoie un message comme quoi il faut contracter le muscle. Donc et tu as besoin de ces oméga 3 pour faire ça. En gros. Je grossis vraiment le trait, mais c'est pour que ce soit facile à comprendre. Ouais, tu vulgarises. Je vulgarise, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, les bonnes graisses, voilà, c'est vers ce type-là qu'il faut essayer d'optimiser en tout cas la part. Et quelles sont les bonnes protéines? Parce que si on nous dit maintenant, il
plus trop manger de viande rouge. Après, tu as aussi des profils végétariens ou véganes. Et il y a, je trouve aussi pas mal d'influenceurs autres qui sont véganes et sportifs. Mais moi, déjà, personnellement, j'essaie de manger de plus en plus vegan, mais c'est compliqué. Bah, je pense que c'est moi qui... Alors, vegan, c'est vraiment le régime le plus on va dire, strict en termes de ce que tu as le droit de manger et pas le droit par rapport aux convictions et aux aliments autorisés. Donc, je pense pas que tu en sois à ce point-là, en fait. Souvent, on tend plus, la société tend plus vers le végétalisme, le végétarisme, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il faut être bien informé sur ce régime. Ça n'est pas incompatible avec la performance et le fait d'être sportif. Pas du tout. Mais par contre, il faut être au courant des différentes carences possibles sur le long terme pour se supplémenter dans le temps et ne pas souffrir justement de déséquilibre au niveau métabolique, parce que là, pour le coup, ça peut générer de la fatigue et des blessures et des problèmes de santé. Donc, c'est plus par rapport à ça. Maintenant, trouver des protéines alimentaires qui ne sont pas animales, c'est tout à fait possible. Et moi, je le préconise aussi parce que personnellement, dans mon régime alimentaire, la viande rouge, c'est pas ma tasse de thé. Et c'est pas du tout la viande rouge qui permet de faire de la performance. Enfin, ça, c'est un gros mythe. Donc la viande rouge, c'est pas parce que tu manges de la viande rouge que t'es super fort. Tu peux très bien manger des lentilles et être super fort. Donc ça ne dépend pas de ça, mais par contre ça dépend vraiment de la quantité de protéines que tu ingères au quotidien pour reconstruire ta masse musculaire, pour les besoins de ton muscle en fait. Donc il faut aller vers des protéines qui sont de bonne qualité. Donc bonne qualité, en fait pour moi bonne qualité, c'est juste que c'est brut et non transformé. Donc c'est mieux d'aller acheter son escalope de poulet au boucher, tu vois, aller vers des circuits courts sur des marchés, sur des circuits courts en fait où tu sais la provenance de ton produit entre guillemets et il n'y a pas eu de traitement dessus pour la conservation, plutôt que d'acheter sa viande sous vide ou même ses protéines végétales sous vide. Tu sais, on m'a posé la question, les steaks végétaux. Bah, les steaks végétaux, tu regardes leur composition. Bah, en fait, c'est pas parce que c'est végétal que et que c'est bio que c'est mieux. En fait, c'est pas en cosmétique. Non, mais tu vois, mais clairement, en fait, tu regardes la composition nutritionnelle, dans la liste des ingrédients, tu as un cocktail d'additifs, de conservateurs et finalement des agents qui permettent de créer ce produit-là. Mais finalement, chez toi, si tu prends les mêmes ingrédients bruts et que tu mixes dans un mixeur tes produits, ça te fait un steak végétal et ça t'a pris 5 minutes. Tu vois. Donc moi, je vais en fait plus conseiller d'acheter des aliments bruts et ensuite d'en faire ce qu'on veut, des boulettes, des steaks, même des plats préparés. Enfin, ça n'a aucun intérêt en fait. Vraiment, faut se faire sa propre source au niveau d'apport protéique, voilà, mais vraiment brut quoi. Okay, non, et pour les légumes, c'est pareil. Pour avoir une bonne source de vitamines, faut essayer de tendre plus vers des légumes qui sont bruts, non transformés, donc au rayon sur des marchés, produits locaux quoi. Et pour les féculents, pour les glucides, la question des pâtes, c'était ça. Ouais, est-ce que c'est bon ou pas de manger des pâtes? Je vais pas te dire que c'est pas bon. Oui, c'est bon. J'adore les pâtes, mais tu vois, ce n'est pas la seule source de féculents. Et j'aurais tendance, en fait, moi, à dire qu'il faut un équilibre entre ce qui fait plaisir et ce qui fait plaisir. Les aliments, en fait, les féculents qui sont à tendance gluten, ah oui. Et ceux qui sont sans gluten, pour l'équilibre digestif. De plus en plus de personnes ont des sensibilités au gluten et développent un peu des sensibilités. Je vais parler de sensibilité plutôt que d'intolérance parce que c'est un abus de langage. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des sources de gluten et des repas sans gluten pour l'équilibre digestif, pour bien digérer son repas. Parce qu'en fait, une bonne digestion fait que derrière, t'es performant. Non, mais je finis. En fait, c'est dans quel but tu dis ça? C'est dans le but que si tu digères bien, forcément derrière, pour produire ton effort, tu seras mieux, tu seras en énergie, tu vois. Alors que si t'as l'estomac lourd
et que tu n'arrives pas à digérer certains nutriments, et notamment le gluten, ça va impacter ton état de forme après pour ton entraînement ou pour ta course. Donc ça nécessite, encore une fois, de connaître son seuil de tolérance et de s'écouter. Mais les pâtes, c'est pas plus mauvais que du riz ou que du quinoa ou qu'une autre source de céréales en fait. Mais juste comme c'est à tendance gluten, moi j'aurais tendance à conseiller de ne pas consommer que ça. Voilà. Ok. Mais bien sûr, on peut consommer des pâtes, on peut consommer une diversité de produits en fonction de ses plaisirs aussi, quoi. Non, mais c'est très clair. En fait, oui, gluten, mais aussi faire des repas sans gluten. Ouais. Donc faire les pâtes, mais aussi d'autres tu vois, moi, typiquement, je vais conseiller sur un plan diète du coureur. Mes clients, je leur propose un plan. Après, c'est à eux de l'adapter en fonction de ce qui leur fait plaisir, justement. Mais moi, je leur mets le midi pâtes, semoule, etc. Et en source de féculents le soir, je leur mets plutôt préférer la pomme de terre ou le riz. Tu vois, parce que le soir, on essaye d'avoir vraiment un allègement digestif. Pourquoi ? Parce que si ton système digestif est allégé le soir, et tu optimises ton endormissement et tu optimises ton sommeil. Ouais, c'est important. Un repas lourd le soir, tu dors mal la nuit, du coup ton foie il passe son temps à sécréter des sucres pour essayer de digérer. Et du coup t'es pas disposé à endormir parce que t'es occupé à digérer, tu vois. Donc vraiment c'est plus dans ce côté-là, alléger son système digestif. Si tu dors bien, tu récupères bien. Donc tu vois, c'est tout un cercle vertueux, quoi. Exactement. Écoute, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Me souhaiter que je continue de performer, de me faire plaisir dans mon métier, mon activité. Et puis 2024, une année pleine d'énergie, j'ai envie de te dire. Et puis surtout pour les autres, parce que moi j'aime aussi transmettre toute l'énergie que j'aime la transmettre en fait. Hein. C'est surtout ça aussi. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie.